Bonjour à toi cher spectateur, Hiver à Sokusho de Koya Kamura. C'est un film qui m'intriguait, on va dire, surtout pour son casting, parce que j'avoue que dans un film sud-coréen, ou en tout cas franco-sud-coréen, voir Roch Dizem, surprenant. Après, on avait bien eu Sidonie au Japon, où c'était Isabelle Huppert qui était greffée dans la culture japonaise. Donc, les cinéastes franco-asiatiques qui décident de revenir sur leur terre pour proposer des récits qui mêlent les cultures, idée intéressante. Donc du coup, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Suwa est une jeune fille qui semble morne, triste, qui vit une vie qu'elle ne désire pas et qui accompagne des gens qui ne l'intéressent pas. Un jour, dans l'auberge où elle travaille, un homme, un Français, arrive et va l'intriguer. Le film est vraiment difficile à cerner par moments. Je trouve pas non plus qu'il soit si maladroit que ça. Je vois une grande majorité des thématiques que Kamura a voulu convoquer au sein de ce film, notamment un travail autour du déracinement, autour de la perte de compréhension de son passé et autour du besoin en fait de cerner ses origines pour s'assumer en tant qu'être humain. Donc c'est une base très intéressante qui, je trouve un terreau plutôt juste au travers de l'héroïne centrale. Mais le film raconte trop de choses. En fait, c'est très bizarre, mais je trouve qu'on a une vibe de premier long métrage qui se dégage de l'ensemble de ce récit et qui fait que on sent que le cinéaste a peut-être des strates d'écriture et de composition qui se mélangent, qui sont intéressantes, mais qui ont du mal à trouver une finalité dans la résolution globale du récit. Et après, le parcours de l'héroïne, je pense, va en déstabiliser plus d'un. Parce que c'est un parcours qui joue sur une forme de complexe d'électre assez maladroitement amené, qui a un terreau plus concret et plus paternel qui, je trouve, gagne en intensité au fur et à mesure qu'on progresse. Mais il y a un moment où j'ai été vraiment déstabilisé par ce que le cinéaste voulait me raconter. Après, dans sa globalité, ça reste très dynamique, très touchant, très sobre aussi dans sa manière d'aborder ce lieu, ce cadre, cette ambiance. Donc c'est ça surtout qui m'a convaincu. Mais après, ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui vont être vraiment déstabilisés par la manière avec laquelle le récit progresse, avance et même se résout sur sa fin. Il n'est jamais vraiment simple de donner de l'ampleur à des personnages pas forcément si intéressants sur le papier, mais qui, mis en rapport les uns avec les autres, se donnent une portée, une intensité, une force et une forme qui peut donner lieu à une œuvre passionnante, aussi bien qu'un moment de cinéma classique et convenu. Kamura n'étonne pas par l'ampleur de son récit, ne surprend jamais par le parcours qu'il donne à ses personnages, mais donne tout de même ce qu'il faut au spectateur pour créer une forme de dramaturgie assez impactante pour nous transporter, optant pour un jeu de mystère assez juste et efficace autour de son héroïne et de son passé. En termes d'écriture, donc le scénario se base sur le travail de Elise Chua du Sapin. Le scénario est écrit par Stéphane Lee Kwong ainsi que Koya Kamura. L'écriture, en fait, dans sa globalité est plutôt intéressante parce que on sent qu'il y a plein de sujets qui intéressent les deux auteurs dans l'œuvre de Chua du Sapin. On sent que l'idée, c'est à la fois de proposer un regard sur les origines d'une héroïne, montrer son côté déstabilisé par le fait qu'elle se retrouve face à la moitié de sa culture d'origine, c'est-à-dire que vu qu'elle est franco-coréenne, et ben le fait de voir un Français redébarquer dans sa vie, ça réveille des envies et ça réveille des besoins de compréhension de soi pour réussir à pleinement s'assumer en tant qu'être humain. Le fait de jouer sur un mystère global autour d'une mère qui refuse de révéler les origines finalement de cette jeune fille et le pourquoi du comment elle est devenue ainsi, ça permet d'avoir une forme de mystère global qui tient plutôt le récit. Après, encore une fois, ce qui est déstabilisant, c'est le parcours de l'héroïne. L'héroïne entretient un rapport avec ce Français qui, je trouve, est très bizarre, déstabilisant, va mettre plus d'une personne mal à l'aise. Et pour autant, c'est assez fascinant parce qu'on se demande pourquoi elle choisit d'avoir ce parcours. On se dit qu'il y a une idée, on se dit qu'il y a une envie, on se dit qu'il y a un besoin de à la fois se cerner en tant qu'être humain, mais également d'avoir une densité dramatique qui va être plus impactante derrière. On se doute que c'est pas uniquement pour être un petit peu provocateur ou pour jouer sur différentes strates d'interprétation de la part du spectateur. On sent que l'objectif, c'est surtout de toucher à quelque chose de plus profond, de plus humain, de plus sensible. Et ça peut déstabiliser. Je trouve ça tout de même intéressant dans sa globalité. Ça reste plutôt juste et ça reste plutôt entraînant. Mais ça témoigne d'une envie de la part des auteurs de se baser avant tout sur le ressenti du spectateur par rapport à cette héroïne. Et cette héroïne, elle est le centre névralgique de cette dramaturgie. Kamura et Lee Kwong font de l'œuvre de Chua du Sapin un moment qui questionne le rapport au passé, le rapport à la culture, le rapport à l'étranger et l'impact de l'inconnu dans la vie d'individus qui se retrouvent soit à devoir endosser un poids qui les dépasse, soit découvrir l'essence même d'une vie semblant anecdotique.
Les deux auteurs se perdent peut-être un petit peu dans cette démarche dramatique et narrative, pas forcément très accessible dans son fond, mais qui prend dans sa forme une sensibilité évocatrice et impactante, qui ne touche que du bout du doigt ce qui aurait pu être fort plus impactant et plus surprenant, mais qui devient ici quelque chose de classique et donc de convenu. En termes de mise en scène, Koya Kamura propose un regard sur la Corée du Sud qui, je trouve, est assez juste, dans le sens où on voit une vraie sobriété de la part du cinéaste qui cherche tout aussi bien à filmer des lieux et à mettre en avant des lieux. Cette petite ville de Sokcho, elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'il a réussi à trouver un lieu qui sonne parfaitement comme un cadre qui voudrait se moderniser, mais reste ancré dans quelque chose d'assez ancien. Je dirais pas passéiste non plus, mais peut-être nostalgique en un sens. On sent que le récit veut témoigner d'un regard qui mêle et entremêle les générations. Et je trouve que ce lieu, ce cadre, cette ambiance permet au cinéaste d'appuyer vraiment ce ressenti et de faire en sorte que le spectateur se sente un peu déstabilisé, qu'il ait l'impression qu'il est un peu perdu dans le temps, qui n'arrive pas à savoir si il est dans une modernité totale. On sent que c'est un petit peu le cas. Mais en même temps, les personnages touchent rarement à leur téléphone ou alors ont rarement un rapport concret avec la technologie. Il n'y a que 2-3 moments où un personnage se retrouve à aller sur Internet ou un autre se retrouve à regarder son téléphone parce qu'il y a un besoin. Mais je trouve qu'il y a une envie de la part du cinéaste de nous faire un petit peu perdre pied avec la réalité pour nous accrocher vraiment fondamentalement au parcours de cette jeune femme et à tout ce qu'elle va traverser émotionnellement. Et c'est ça en fait qui fait que le film est vraiment attachant. C'est-à-dire que là où j'ai témoigné de beaucoup de maladresse sur l'écriture et où je trouvais que c'était un peu bancal, la mise en scène, je peux pas vraiment lui reprocher sa sobriété parce que sa sobriété, c'est ce qui fait la force de la manière avec laquelle le cinéaste choisit de nous plonger dans ce récit. Et finalement, au travers de ça, je me suis senti complètement embarqué dans cette aventure, complètement ému par ce que devient cette jeune héroïne. Et c'est ça finalement qui m'a transporté dans ce film. Kamura veut que sa mise en scène soit aussi simple que juste, comme l'essence même de son film, qui ne cherche pas à être trop voyant ou trop criard dans ses rapports humains, qui se doivent d'être touchants, mais jamais dans le pathos pur, qui aurait pu perdre le spectateur dans un trop-plein d'émotions. Au fond, le cinéaste franco-japonais ne prend pas de risques, ne veut pas prendre de véritables enjeux d'un point de vue esthétique, mais par ses petites touches sensibles, notamment comme évoqué avant, cette mise en scène du fantasme et du ressenti par le dessin, on sent que le cinéaste se permet des petits luxes de composition qui résonnent comme une belle petite évasion visuelle et dramatique. En termes de casting, celui-ci fonctionne vraiment bien. Dans les rôles plus secondaires, je trouve que Park Mi-yeon dans le rôle de la mère de l'héroïne est vraiment très très bien. Tae-ho Ryu dans le rôle de Monsieur Park, donc le propriétaire de l'hôtel, est vraiment vraiment très très bon. Je le trouve très attachant et très touchant. Dans les rôles plus tertiaires, Do-yu Gong est vraiment très très bon dans le rôle de Jun-ho, le petit ami de l'héroïne. Je le trouve très attachant. Roche Dizem est très élégant comme à son habitude. Froid, distant, sobre. Un jeu qui le caractérise parfaitement et qui, je trouve, gagne en impact au fur et à mesure qu'on progresse dans cette histoire parce que il n'a pas vraiment le rôle central. C'est une jeune femme brillante qui porte littéralement le film sur ses épaules et c'est pour moi elle qui est la véritable révélation de ce film et qui m'a transporté du début à la fin. Bella Kim est vraiment sublime, la jeune femme possédant un magnétisme et une aura qui fascine dès son arrivée à l'écran, donnant une portée particulière à ce moment de cinéma qu'elle rend assez fascinant. Au bout du compte, Hiver à Sokcho est un film qui, je pense, peut vous déstabiliser. Parce qu'il a une manière d'aborder le parcours de son héroïne qui peut sembler un petit peu étrange, voire même bizarre. Dépassez cela, parce que je trouve le film touchant, attachant, terriblement émouvant, très juste, d'une grande sobriété dans sa mise en scène, ce qui fait qu'il se dégage quelque chose de très fort de celle-ci, quelque chose de très impactant, de très juste. Ça vaut surtout le coup pour la performance de Bella Kim qui est vraiment extraordinaire en tête d'affiche de son métrage, qui vole littéralement la vedette à Roche Dizem. Dans Hiver à Sokcho de Koya Kamura, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous allez beaucoup aimer. A plus!